Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors, devinette, je suis un dessinateur de presse d'une quarantaine d'années qui habite maintenant à Bordeaux. Je dessine dans beaucoup de journaux, même des sportifs. Et par ailleurs, je suis auteur de bande dessinée à mes heures perdues et je viens de faire un donjon. Et bonjour Thibaut Soulcier. Bonjour Mathieu Charrier. On est ravis de te recevoir à plusieurs titres. Tu le disais d'abord parce que tu fais partie des 18 auteurs et autrices qui ont réalisé une planche hommage à Claire Bretéché, visible dans l'exposition en ce moment au musée de la Cité de la BD d'Angoulême. Ensuite parce que tu sortais il y a quelques semaines ton livre Dans la tête d'un dessinateur de presse, c'est chez Expé Éditions. Et puis justement parce qu'on avait envie de parler dessin de presse avec toi, bande dessinée, donjon, etc., etc., etc. Mais d'abord donc, en quelques mots, mais Claire Bretéché, qu'est-ce qu'elle représente encore aujourd'hui pour toi ? Et même si j'élargis un petit peu, selon toi, pour les dessinateurs de presse? Alors moi, j'avais pas une énorme connaissance de Claire Bretéché. Pour moi, c'était le même genre de livre que ceux de Wolinski dans la bibliothèque de mes parents. C'était un truc des années 80, quelque chose qu'on trouve pas mal en brocante et tout. Et c'est vrai que je connaissais bien le trait de Agrippine et j'avais pas vraiment lu Les Frustrés jusqu'à ce que tu me proposes de faire une planche hommage. Et là, donc, j'ai trouvé d'occasion Les Frustrés et je l'ai lu et je l'ai passé à ma femme et on a halluciné sur la modernité du propos, quoi. Voilà, elle avait bien identifié ce qui secoue notre société avec la famille, et le travail, le genre et tout. Et d'autre part... plastiquement, c'est une dinguerie, quoi. C'est une tueuse, elle a une pratique artistique de ouf à côté. Son bouquin de peinture de portrait est génial. Et de l'autre côté, l'air de rien, en plus, elle a auto-édité ses BD, quoi. Donc, c'est un triple gagnant. Alors dans ta planche, tu te mets en scène, en tout cas tu mets en scène un personnage qui est chez la psy, complètement débordé par les charges, les crédits, la maison de campagne qui lui explique que vraiment c'est l'enfer, et puis qui à la fin finit par refuser l'augmentation à sa femme de ménage. Qu'est-ce que tu voulais raconter à travers cette histoire-là? Je voulais raconter qu'on est tous un peu hypocrites parce que, on voit tous midi à sa porte, quoi. C'est très très grave de perdre sa Rolex dans une piscine, quoi. Le riche est très malheureux, quoi. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que bon, c'est pas vraiment moi, mais il y a une partie de moi employeur de Césu qui est de droite, quoi. Voilà, c'est tout. T'expliques d'ailleurs dans le petit texte qu'on vous a demandé aussi à chacun de faire un petit texte qui accompagne la planche que t'as découvert Claire Bretéché dans le Nouvel Obs grâce à ta grand-mère. Ouais. Alors je sais pas pourquoi on était en queue de circuit. Elle devait récupérer des Nouvel Obs et des Télérama de sa voisine. Elle les lisait et puis après ça finissait chez nous, quoi. Donc on avait les piles 5 par 5 ou 10 par 10, quoi. Et j'adorais lire ces trucs-là qui étaient... Enfin, tu vois, ça donne un peu accès à tout, quoi. Il y a un peu de Câlin enchaîné, un peu de Télérama, un peu de temps en temps de Le Point. Et ouais, Nouvel Obs, j'adorais la BD et puis et aussi la page Méli-Mélo à la fin pour les petits partouzeurs de Parisiens. Tu crois que c'est ça, en partie, j'imagine, mais qui t'a donné un peu envie, ce goût du dessin de presse et cette envie aussi de faire du dessin de presse? Alors, ça m'est toujours venu assez naturellement, le dessin de presse. C'est un truc où je suis assez à l'aise, il y a un esprit de synthèse et d'à-propos qui me convient bien. Plus que la BD où je sens que je tire la langue et c'est un peu laborieux. Mais moi, je me suis jamais dit, tiens, je vais devenir dessinateur de presse. Mais ça faisait partie de l'univers accessible chez moi, quoi. Bon, c'était une famille de paysans avec une chèvrerie au milieu de la forêt et tout. Donc, a priori, j'étais pas forcément poussé là-dedans. Mais comme j'ai une famille un peu atypique, il y avait pas mal de bouquins de beaux-arts. On allait au musée pendant les vacances, etc. Et il y avait de la presse, quoi. Il y avait une grosse bibliothèque BD. Et je pense que j'ai grandi avec cet univers-là. Comme c'était impossible. C'était impossible. Alors justement, puisqu'on parle de presse, je le disais en introduction, mais tu as sorti il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Dans la tête d'un dessinateur de presse.
On y découvre quand même un quotidien assez terrible, c'est-à-dire que au-delà de tes propres angoisses, on a tous nos angoisses, mais c'est quand même une espèce de rythme complètement acharné, une dépendance obligatoire à toutes les formes d'actualité. Moi, personnellement, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Je me disais, l'inspiration, c'est toujours un peu ce fantasme de l'artiste, mais l'inspiration doit venir comme ça. En fait, pas du tout. Tu t'es un acharné du travail, de l'actu, c'est assez fou, quoi. Merci. Ouais, on est complètement zinz. En plus, là, bon, pour ne rien cacher aux auditeurs, on est mardi matin. Moi, c'est canicule. J'ai mal dormi. Ça fait une semaine que je dors mal. Hier, c'était lundi. Et lundi, c'est mon plus gros jour. Voilà. J'ai fini à 23h30 et je suis encore en retard. Et ouais, l'actu, c'est mon matériau principal, quoi. Donc, je suis obligé de le faire bouillir comme un bouilleur de cru, de faire bouillir des tonnes d'actu pour en extraire le nectar. Ben, je suis obligé de savoir de quoi je parle et je peux pas ne pas regarder, tu vois. Je pourrais faire un gamble et écouter d'une oreille distraite et dire bon bah c'est ça et puis je fais un dessin, mais il faut quand même que ce soit pertinent, sourcé, parce que voilà, je suis journaliste, donc j'ai une grande responsabilité par rapport à mon lectorat, même si moi mon travail c'est de trouver des blagues, quoi. Donc je dois trouver des blagues sur un matériau dégueulasse qui s'appelle l'actu et qui rend complètement triste, quoi. En ce moment, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes, des actus très fortes, on va dire, quoi. Et les gens me disent toujours « Ah, vous devez pas vous ennuyer. Ah, vous avez du travail, quoi. » Mais en fait, j'ai tout le temps du travail. C'est-à-dire, même s'il se passait rien, moi, mon travail, c'est de dessiner. Donc, je dirais qu'il se passe rien, tu vois. Et c'est juste que parfois, lundi matin, quand je regarde l'ancien zapping de Canal+, qui est sur France 3 maintenant, parce que c'est un super bon résumé, et c'est déjà un peu anglais, quoi, la manière dont ils enchaînent les trucs, c'est extraordinaire, je trouve. Et les lundis matins, je suis accablé, quoi. Je me dis, mais quelle pile de... Il n'y a rien qui va, quoi. Ils enchaînent un truc sur un incendie dû au dérèglement climatique, après, prostitution des mineurs, la guerre, tout le monde ment, enfin, c'est horrible, quoi. Et je suis là et faut bien que j'y aille, quoi. Et t'expliques effectivement qu'on est mardi, parce que toi, tu joues entre le dimanche soir et le lundi midi soir, en fait. C'est-à-dire que tu proposes, alors t'as une routine Marianne, l'Est Républicain, Télérama, la revue dessinée. C'est-à-dire que tout s'enchaîne et tu t'envoies vraiment toutes tes propositions et elles sont acceptées ou non sur ce laps de temps-là, quoi. Ouais, en fait, oui, donc j'ai 3-4 journaux qui bouclent le lundi. Donc moi je procède par proposition, je fais des esquisses, donc c'est carte blanche, c'est moi qui propose, c'est pour ça que je scanne l'actu aussi, pour voir ce qui se passe, ce qui se dit et ce qui n'est pas traité, et comment ce qui est traité c'est montré. Et je lis pas mal les commentaires aussi parfois sur les sites de droite, c'est assez marrant. Et du coup c'est moi qui propose, donc je vais me faire un tas d'esquisses de dessins que j'aimerais bien pouvoir faire. Et au fur et à mesure, on m'en sélectionne dans ce tas-là, quoi. Donc j'ai 3-4 dessins à faire le lundi. En général, j'arrive à avoir fini le mardi midi. Même si, par exemple, je travaille pour telarama.fr. Et eux, le mardi, ils vont m'en prendre 2 ou 3 dans mon tas. Donc je vais en faire un tout de suite. Et les suivants, je pourrais les faire au cours de la semaine, quoi. Donc c'est de l'actu... parfois, c'est de l'actu mi-molle, que je sais qu'elle peut durer quelques jours, parce qu'il y a ce problème, c'est que l'actu va très vite, tu vois. Moi, quand je m'y mets le dimanche ou le lundi, un fait d'actu qui s'est passé le jeudi, donc il y a 3 jours, moi ça me paraît déjà super vieux. Et si je fais mon dessin pour Marianne le lundi, je l'envoie le mardi matin parce que je me suis arrangé comme ça avec le DA, et le journal paraît le jeudi, et le journal reste en kiosque une semaine. Donc finalement, au bout de 5 jours, le lecteur il peut l'acheter pour aller prendre le train, mettons. Mon dessin il aura déjà 7-8 jours, quoi. Donc je suis obligé de trouver un angle qui fait que c'est dans l'air du temps, mais c'est pas non plus trop périssable, quoi. Parce que c'est ça qui est horrible, c'est qu'en plus c'est vain, tel Sisyphe qui pousse son caillou, c'est que tout ça c'est destiné à passer, quoi. Quand tu vois des recueils de dessins de presse dans les bacs à 1 balle, tu sais pas qui c'est, le canuet et tout, tu vois, ça te dit rien. Même je regarde mes propres dessins d'il y a 5 ans, à moins qu'ils aient eu une grosse affaire judiciaire au cul, le ministre de la Santé d'il y a 7 ans, tu peux pas, enfin tu vois, donc voilà, tout n'est que poussière. Et t'es rémunéré que si ton dessin est accepté ? Et alors exactement, je suis pigiste, donc je suis payé quand le dessin est sélectionné et passe dans le journal.
Si je dessine pas, si j'ai pas de dessin, je suis pas payé. Alors dans le pigiste, bon, c'est une sorte de salaire de journaliste un peu spécifique. On dit pige vos contrats, donc tant que ça marche, j'en publie. Mais mettons si au bout de 5 ans, ils arrêtent de m'en prendre 2 par semaine, théoriquement, j'ai droit à des indemnités et du chômage et tout. Même si France Travail n'est pas très spécialiste des statuts chelous. Mais non, il n'y a pas d'intermittence et il y a très très peu de salariat. Encore aujourd'hui, c'est des trucs anciens ou alors vraiment très bien négociés. Moi, dans mes rêves humides, je suis salarié pour envoyer mes 5 meilleurs dessins et on me les passe ou pas, quoi qu'il arrive. Tu vois, je dessine, je suis payé, ça ce serait extraordinaire, quoi. Non, donc oui, donc je suis un peu dans une obligation, pas de surproduction, mais quand même, je propose beaucoup pour être sûr qu'on m'en prenne, quoi, s'il vous plaît. Et bon, je suis pas très certain. Je suis beaucoup dans le doute. Je suis pas certain de la qualité de ce que je produis et du coup, j'essaye un peu tout ce qui marche comme un singe qui essaierait de mettre des cubes dans des formes, tu vois. C'est plus facile quand tu travailles pour l'équipe et que tu traites de l'actualité sportive. Oui, parce que il y a déjà un scope, quoi. Alors moi j'adore travailler pour l'équipe. Bon après c'est une grande et belle maison, ils sont assez exigeants, t'es relativement correctement payé, donc t'essayes de faire de ton mieux. La pression que tu te mets tout seul. Mais ce que j'aime bien c'est que quand j'arrive le lundi matin, je dessine sur ce que je veux. Et donc j'essaye que ça colle dans l'actu ou que ce soit pertinent ou que ça m'intéresse. Mais le sport, ouais, ça reste dans un champ bien particulier. Et comme dirait l'autre, c'est important, mais c'est pas grave. Tu vois, normalement, il n'y a pas mort d'homme et tout, quoi. Et en plus, ce qui est hyper rigolo avec le sport, c'est que finalement, je dessine très rarement sur des résultats sportifs ou des matchs à venir. Je dessine sur la cadence infernale imposée aux joueurs, la canicule du dérèglement climatique, les inégalités hommes-femmes, les égos surdimensionnés des gars, la corruption des présidents de fédération. Enfin, tu vois, en fait, comme c'est un reflet de la société, le sport, tu peux faire un peu tous les angles. Et finalement, c'est assez rarement du sport directement. Et parce que oui, il faut quand même pas oublier que l'objectif final, c'est de faire rire. Donc même si on parle de guerre, de violence sexuelle, de montée du fascisme, etc., il faut arriver à déclencher ce petit « ah » du lecteur, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que ça m'arrive dans l'équipe de faire des Trump ou des Macron, quoi. Et je suis hyper content quand ça passe parce que je me dis, tiens, on n'est pas si déconnecté que ça à regarder des mecs taper dans le ballon pendant que derrière nous, le fascisme monte et le monde brûle, quoi. Donc ça m'arrive d'arriver à reconnecter au monde et ça, c'est cool. Tu dis que tu t'imposes quand même quelques limites, pas de petites phrases, pas de blagues frivoles, pas de cynisme, que t'as quand même t'as fait un peu ces 10 commandements presque. Bah, j'essaye que ça reste intéressant et pertinent et que ce soit... moi j'aimerais bien que ça change quelque chose ou que ce soit vraiment très drôle. Et en ce moment j'ai des grands questionnements de la position de l'humour, quoi. Est-ce que tu regardes de loin la scène et... Parce que regarde, le problème que j'ai, c'est la concurrence du stand-up en fait. Parce que moi je suis très très client d'humour, tu vois, j'écoute beaucoup de chroniques à la radio, je regarde beaucoup de spectacles de stand-up américains ou français, et en fait on cherche à éviter les dessins militants qui se placent d'un côté de quelqu'un qui serait plus juste et à taper sur le méchant. J'essaye d'éviter parce que en fait tu te coupes d'une partie du public en disant ça. Tu te mets d'un côté, donc les gens sont déjà de ton côté, et tu te coupes du reste. Pour bien faire, l'humour devrait aller du bas vers le haut pour nous venger des puissants et rassembler dans un grand éclat de rire, quoi. En ce moment, je sais pas si tu as remarqué, c'est pas très au rassemblement ou à la solidarité l'époque, quoi. C'est très très clivé, c'est des clans, des tribus, des machins. Donc pour bien faire, il faudrait se mettre en retrait un petit peu au-dessus et une balle pour chacun, quoi. Avec un crayon jaune, tu vois l'idée, quoi. Un trait d'esprit pour chacun, voilà, une flèche pour chacun. Mais dans mon dessin, je peux pas dire bim, un coup. C'est difficile de dire un coup de mettre une rafale dans un dessin, c'est difficile. Donc je suis obligé de tirer sur un truc. Et en fait, les chroniqueurs et les stand-uppers, ils ont sur 2 minutes,
ils vont pouvoir distribuer et faire des trucs nuancés et balancer d'un côté, puis de l'autre et tout. Et moi, en fait, dans mon dessin, je suis limité. Et en fait, des fois, j'entends des chroniques à la radio et je suis dégoûté parce que le mec, il sort 10 punchlines, mais en fait, pour moi, c'est 10 dessins. Mais moi, je peux pas les publier, les 10 dessins, tu vois. Donc, je cherche quelle serait la meilleure façon d'utiliser mon petit dessin pour que ce soit une belle vengeance, quoi. Ouais, c'est un peu la remise en question, toi. Tu dis que t'es orphelin de Twitter, Hollande, Sarko, Valls, toute cette époque où c'était presque même des caricatures sur pattes, quoi. Ouais, c'était super, quoi. Sarkozy, les choses étaient claires, quoi. C'était un méchant, le RN, c'était le diable, et toute la bande de Sarkozy, c'était les tontons flingueurs, quoi. Tous ceux qui se sont fait condamner, là, Hortefeux, Guéant et tout, quoi. Et les choses étaient claires, quoi. Et à présent... Et puis Twitter à la grande époque, je sais pas si tu y étais, Mathieu, quoi. C'était quand même extra, quoi. Il y avait beaucoup de gens très vifs d'esprit. Il y avait des vrais échanges et pas juste du clash, quoi. Ouais, t'apprenais des choses. Il y avait même si c'était court, il y avait des façons de voir différentes. Et puis c'était une vraie source d'infos aussi, un petit peu presque en avance sur l'info grand public, entre guillemets, quoi. Et maintenant, tout est plus gris, quoi. Hein. Depuis Attal, qui est censé être centriste, et qu'en fait c'est une sale race aussi, et que tout ça c'est un beau dégradé marron-brun jusqu'à je sais pas qui, jusqu'à Zemmour, mais il doit y avoir pire qui est sorti maintenant que Zemmour, quoi. Et ou même, tu vois, Rachida Dati, notre super ministre de la Culture, on peut pas le dire dans le podcast, c'est ça, c'est elle qui donne l'argent. Non, mais tu vois, elle en a rien à foutre. Elle peut être de mauvaise foi, elle peut attaquer, elle peut mentir. Il y a pas de limite, quoi. Et par exemple, avec Trump, moi j'ai un gros problème. C'est que c'est un super client, c'est un gros clown, tu vois, qui est très flippant et qui a le pouvoir sur beaucoup de choses. Mais en fait, moi, mon travail, c'est la caricature. Donc, j'exagère. Donc, lui, il est déjà outrancier. Il va te dire un truc. Moi, mon travail, c'est d'imaginer pire, entre guillemets, dans le dessin. Donc, je vais caricaturer avec une idée pire. Et 2 jours après, il fait pire que ce que moi j'ai fait, tu vois. Donc en fait, c'est lui qui fait la caricature. Et en plus, il est très drôle, il est pince à rire, mais en fait, il vanne, il met des surnoms à tout le monde et tout. Mais en fait, moi je suis là, je suis tenté de faire du dessin sérieusement, de la politique sérieusement, quoi. Mais c'est pas ma place d'être militant politique dans mes dessins. Et à tel point qu'on s'est demandé l'autre jour avec des copains si Trump, tout simplement, ne s'inspirait pas de nos dessins pour avoir ses idées, parce que des fois on dit des trucs abusés, et puis il dit Gaza, Riviera, mais on l'avait dit il y a 2 ans, ça, tu vois. Ah, voilà, la boucle est bouclée, en fait. Ouais, c'est à cause de vous tout ça. Ouais, je pense. Il y a aussi la question, et toi tu la poses comme ça, mais peut-on rire de tous et pas de tout? Ah oui, je pense avec le bon décalage. Enfin, en fait, quand c'est très drôle, tu peux rien faire, quoi. Même si c'est un petit peu cruel ou quoi. À part l'humour absurde, finalement, l'humour est toujours un peu aux dépens de quelqu'un, mais c'est pas forcément méchant, quoi. Donc ouais, j'ai bon espoir qu'on puisse rire de tous, mais ça passe aussi par avoir un peu d'autodérision et de penser que c'est pas grave, mais il y a une forme d'exutoire aussi, comme dans les roasts où tu te moques beaucoup de quelqu'un, mais le quelqu'un accepte cette situation d'être rôti, quoi. Mais après, toi, chacun a sa petite limite. Moi, quand j'ai passé mon diplôme aux Arts Déco de Strasbourg, où ils me l'ont pas donné, j'avais fait un recueil de dessins d'humour très très noir, très très dur, quoi. Et il y a une meuf du jury qui a pas du tout aimé le dessin parce que son père venait de mourir, tu vois. Enfin, c'était sa limite à elle à ce moment-là, quoi. Mais en fait, notre travail, c'est tu vas jamais faire, en fait. J'ai bon espoir que ce soit universel et que ça ratisse large, l'humour, mais en fait, pas vraiment, mais c'est possible de faire de l'humour populaire. Mais tu auras toujours 10% de gens qui n'auront pas le second degré nécessaire ou l'autodérision nécessaire. C'est un peu un mode de fonctionnement, je pense. Et justement, tu parles des gens qui n'auraient pas le second degré nécessaire, mais comment tu réagis un peu au retour sur tes dessins? Parce qu'aujourd'hui, tu parlais de Télérama.fr, où les dessins ils sont en ligne, il y a la possibilité de les commenter. On te voit dans la BD, mais parfois pas très bien vivre ces commentaires. Comment tu les gères, justement? Ouais, je pense qu'il faut une forme de carapace. Alors déjà, les gens sur les réseaux sociaux, ceux qui se plaignent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui aiment bien, quoi.
Donc, d'un côté, quand je reçois un mail ou un DM de quelqu'un qui dit « Ah, je suis prof, j'ai montré vos dessins » ou alors « J'ai adoré votre livre » ou quoi, ça, je l'ai chéri dans mon cœur, tu vois. Pour moi, ça vaut fois 100 les médisants. Et en plus, c'est vrai que maintenant, le dessin paraît sur les réseaux sociaux décontextualisé, décorrélé de la publication, quoi. Et à l'époque, quelqu'un qui achetait le journal et qui devait se plaindre d'un dessin devait prendre une feuille avec un crayon et un timbre et j'aime pas le dessin, je me désabonne. C'était quand même un fort investissement, beaucoup plus qu'une méchanceté envoyée avec le pouce, quoi. Donc maintenant, je scanne de temps en temps, quand j'ai le courage, je scanne de temps en temps la teneur des trucs, des commentaires. Et quand ça me paraît justifié, j'y réfléchis et je prends en compte. Et sinon, je fais genre que j'ai pas vu. C'est une solution efficace. On est forcément engagé quand on est dessinateur de presse ? Bah ça c'est une difficile, ça fait partie des trucs où j'ai pas encore la réponse. Qui te m'a remise en question. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En théorie, tu devrais te mettre un peu au-dessus du game et repousser tout, mais en bonne anarchiste humoriste. Mais en vrai, moi je constate que si tu repousses tout, ça met un peu à égalité quand même, et tu vois bien qu'il y en a des plus méchants que d'autres quand même dans le champ, tu vois. Et que souvent, même les gentils sont un peu discrédités par le discours ambiant, quoi. On voudrait te faire croire que le gros danger, c'est Greta Thunberg et les pronoms et tout. Mais le gros danger, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt le pétrole et le... donc non, je pense que tout se vaut pas ouais, je sais pas, ce truc-là enfin... Il y a plein d'artistes et de comédiens qui disent oui, c'est pas la place d'un artiste et d'un comédien et tout, mais bon, à un moment donné, faut dire quelque chose ou faire quelque chose, quoi. Donc moi, j'essaye de participer dans mes dessins à des trucs qui vont dans le bon sens. Comment t'es devenu dessinateur de presse ? J'ai fait des études d'art appliqué et il y avait toujours un peu de dessin de presse au fil des années, comme un exercice, quoi. Quand on fait un faux journal ou quoi. Et j'ai toujours bien aimé ça. Et moi, je voulais faire de la BD au début, mais la BD n'a pas vraiment voulu de moi. Et sur le côté, j'ai commencé à faire des dessins de presse parce que j'écoutais la radio. Et à la fin de mes études, j'avais été un peu sensibilisé à la fabrique de l'opinion, les médias, les nouveaux chiens de garde, tous les trucs de critique des médias. Et donc... je voyais bien derrière le filet de la matrice quand tu écoutes France Inter ou France Info ou Europe 1 à l'époque où c'était encore valable. Et donc j'ai dessiné en réaction, quoi, en commentaire sur le monde et en réaction un peu d'autodéfense. Et pour le dessin de presse, ça a assez vite pris pour moi. Alors voilà, j'ai grand merci au Psychopathe Magazine qui a permis de faire les armes à beaucoup d'auteurs de BD et de dessins de presse, quoi. Même si c'était 10 ou 15 euros le dessin, quoi. D'avoir des dessins publiés tous les mois, ça te fait prendre conscience que c'est une possibilité, quoi. Donc par la force des choses et le hasard du concours à l'équipe je sais pas si c'est réellement choisi, mais c'était ma vocation, j'ai été appelé. Ouais, parce que tu le disais, mais t'es issu d'une famille d'agriculteurs, alors ça y est, je vois déjà le biopic, la grande affiche, le petit campagnard issu de la famille d'agriculteurs, il devient dessinateur de presse pour les grands journaux nationaux, mais quand même, il n'empêche que cette transition, elle est amusante, quoi, de se dire que tu le disais tout à l'heure, mais que déjà enfant, tu baignais quand même un peu dans la presse et dans le dessin de presse, et puis que t'en as fait un métier très éloigné de celui de tes parents. Là, pour le coup, le déterminisme social a moins joué, on va dire. Ouais. Mais Pétillon aussi, son père était agriculteur, quoi. C'est vrai que dans mes classes d'art appliqué, qui sont des écoles quand même assez bourgeoises, on n'était pas beaucoup de fils ouvriers ou même racisés ou quoi. Mais écoute, j'ai eu de la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit. Alors déjà, mon père m'a dit jeune, tu sais, si tu fais paysan, c'est pas pour l'argent. Donc j'ai tout de suite fait une croix dessus, quoi. Alors que dessinateur de presse. Alors là, les billets de Monopoly, c'est un clip de rap, quoi, ma parole. Et m'ont dit, tu fais ce que tu veux du moment que c'est public. Donc c'était réglo. Donc je me suis renseigné là-dessus. Bon, j'ai fait quand même
J'ai fait quand même S, enfin terminal S, machin. Et puis après, j'ai repiqué sur mise à niveau à Paris. Et puis Olivier de Serres, où j'ai rencontré Monsieur Chauzy. Et puis après, les Arts Déco de Strasbourg, quoi. Donc ça s'est bien goupillé. J'ai fait un petit bac plus 5 en dessin. Et comment c'est une question un peu bête, mais t'as un trait quand même particulièrement identifiable, parmi notamment les dessinateurs de presse, mais pas que. Ce trait-là, tu as souvenir de l'avoir eu dès le départ, ou je dirais un trait assez carré, ça veut rien dire, mais où c'est venu au fur et à mesure en dessinant. Est-ce que si tu ressors justement les dessins qui t'ont empêché d'avoir ton diplôme à l'époque, déjà ce style ressort? Ouais. En fait, j'étais enregistré un podcast chez Tiffany Cooper, là, qui a fait les Arts Déco de Strasbourg comme moi, et qui me disait, mais tes dessins ressemblaient déjà à ce que tu fais maintenant, quoi. Moi, alors, c'est marrant que tu dises que ce soit identifiable, parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement... Enfin, voilà, je fais pas exprès, monsieur. Et non, tout était un peu déjà là, parce que j'étais quand même beaucoup inspiré de Gottlieb, et je pense Larsenet aussi, dans son époque fulglaciale, et beaucoup lu Franquin aussi. Et voilà, je suis pas au niveau de ces messieurs, mais c'est clairement ma filiation graphique, quoi. Et je pense que pendant mes études, tout était un peu là, sauf qu'il y avait beaucoup de fioritures, beaucoup de pinceaux à l'encre de Chine, parce qu'il fallait faire à l'ancienne, et ça se voulait artistique, alors qu'en fait, j'ai un trait éminemment fonctionnel, quoi. En fait, j'ai un trait pour gagner au Pictionary, mais j'ai pas du tout, tu vois. J'étais dans une galerie d'exposition de planches de BD, tu vois. Je vois les trucs qu'il y a sur les murs, je dis, ah, d'accord, on fait pas le même métier, en fait. Et justement, BD t'en fais en parallèle. Alors il y a des BD Homo Politicus, Macronarchie, je dirais dans la lignée. Il y a Donjon qui est quand même très différent. Qu'est-ce que tu trouves dans la bande dessinée que tu trouves pas dans le dessin de presse? Et même si je suis un peu plus basique, est-ce que tu préfères faire du dessin de presse ou de la bande dessinée et du récit au long cours, on va dire? Alors moi j'aime les deux. Pour moi, de faire un bel album de BD, c'est une vengeance sur mes jeunes années d'artiste BD raté, quoi. Bon, après, j'essaye toujours, tu sais, un peu comme quelqu'un qui serait bon au foot, mais qui veut absolument faire du golf, et qui serait nul en golf, mais qui persiste, tu vois. Le dessin de presse, c'est assez... c'est plaisant parce que tu cherches des idées, et le moment où tu trouves, c'est une illumination quasi mystique, quoi. C'est ce que je dis dans la BD, quoi. Il y a un petit miracle qui se passe, et tous les artistes te le disent. Tu mets la première chanson du CD et tu commences à dessiner, et tu te réveilles et c'est la dernière chanson du CD et t'as pas vu le temps passer, quoi. Tu vois, il y a un peu de cette magie-là dans le dessin de presse et la BD que j'aime bien, mais dans le dessin de presse, il y a un truc où tu cherches la réponse à une équation, à un moment donné, ça marche, quoi, tu vois. Et ce moment-là, il est hyper plaisant. Après, c'est hyper contrariant et frustrant parce que tu fais des esquisses, et il y en a plein qui sont pas retenus, comme un photographe qui ferait des pellicules et il y en a que 2 ou 3 qui sortent, quoi. Et donc tu as l'impression que vraiment on te reconnaît pas à ta juste valeur, et que t'es assis sur des trésors fanés, quoi, tu vois. Alors dans la BD, quand j'ai fait le donjon, j'ai réussi comme tu dis, je fais du dimanche au mardi, donc ça me laisse quand même un petit peu de temps le jeudi, vendredi, pour avoir des plages, parce que pour faire de la BD, il faut des plages horaires plus longues, quoi, pour rentrer dedans et concevoir la planche. Et alors pour moi, c'était vraiment l'autoroute du kiff, quoi. C'était 9h du mat, tu prends ton café, tu mets ton podcast ou ta musique, et juste pendant 7 heures, tu vas juste te dire comment je vais cadrer, où est-ce que je vais mettre la bulle, ou est-ce que je fais... La vraie vie d'artiste. Ah ouais, t'es là et tu te dis putain, mais ils ont tout compris, les auteurs de BD, quoi. Qu'est-ce que je mange à midi, nanana, est-ce que je fais une sieste avant ou après, enfin tu vois, des vraies questions, quoi, et qui sont pas dans le truc de vite, faut que je trouve un truc trop bien pour gagner mon dessin à 100 balles que je dois envoyer avant 18h, quoi. Et donc c'est sorti de ce truc-là, et c'est quand même très 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 plaisant, quoi. Et donc cette vie horrible de dessinateur de presse, on la découvre dans La tête d'un dessinateur de presse chez Expédition. On va à la Cité voir ta formidable planche hommage à Claire Bretéché. On relit toutes ces bandes dessinées dont on a parlé ensemble, Thibaut Soulcier. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Non, j'ai pas du tout révisé et je suis nul en BD. C'est parfait. La première BD que tu as lue? Je pense que c'est mon père qui nous lisait Tintin. Il nous lisait Tintin comme
mais vraiment tout petit, parce que je me souviens parce qu'il l'a fait à ma sœur aussi. Et à partir de petit, quoi, genre 2 ans et demi, quoi. Et en fait, il te dit case par case, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et c'est assez étonnant, en fait, la mécanique d'une BD, quoi. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Quand j'étais étudiant, pour moi, c'était... quand j'étais lycéen, c'était Maus. Quand j'étais étudiant, c'était Les Pilules Bleues de Frédéric Peters. Et maintenant, je sais pas, parce qu'il y a quand même énormément de chefs-d'œuvre. Il y a quand même beaucoup, hein. La plus belle case de bande dessinée? Alors, ça, c'est subjectif. J'imagine c'est comme des plans de cinéma. Et puis moi, je suis vraiment pas un expert. Moi, j'aime rigoler. Donc, en fait, j'aime la fluidité dans la BD, quoi. C'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est que au début, je pensais qu'il fallait être hyper bon en dessin pour faire des BD. Et j'ai un éditeur chez Glénat qui m'a dit, mais non, en fait, ce qu'on veut, c'est que tu racontes une histoire. Donc, en fait, il faut que ça roule, quoi. Bref. Je pense que moi, la case qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, parce que, comme je t'ai dit, il y avait une grosse bibliothèque BD, il y avait tout ce qu'il fallait en jeunesse, et puis il y avait des trucs un peu plus adultes que je regardais, évidemment, quand c'est interdit, c'est meilleur, quoi. Et moi, un livre qui m'a buté quand j'étais petit, c'était La Foire aux Immortels. Et tu sais, il y a la scène où le Horus, il est à poil avec sa teub en pierre, là, et il fixe à Nicopole sa jambe avec ses yeux laser, et sa jambe, c'est un rail du métro souterrain dans lequel il y a des zombies qui regardent de loin dégueulasse. Et je pense que cette case-là, quand j'avais 8-10 ans, c'est ce qui m'a le plus marqué, quoi. Tu vois la case? Quel est ton personnage de BD préféré? Ah, mon perso de BD préféré? Ouais, c'est Madame Soul, c'est ma femme. Je pense qu'elle a un potentiel inexploité, quoi. Faire une série sur elle. Ouais, tout le monde me demande, c'est moi je suis là, je fais des albums pendant 2 ans, j'arrive en dédicace et tout, et les gens me disent, et c'est quand l'album sur Madame Souls? Ton personnage de BD détesté? Détesté? Mais après, les bons méchants, ils sont géniaux, donc c'est pas un personnage méchant, le personnage détesté. Je pense que le personnage détesté, c'est plus quelqu'un comme Tintin, quoi. Il est vraiment trop chiant, quoi. Ton super-héros préféré? Ah, mon super-héros préféré? Ah, c'est bien ça. Moi j'aime l'humour, moi j'aime Deadpool, quoi. Et ton super-héros détesté? Détesté? Ouais, c'est vraiment... franchement, en vrai, ce serait Superman, mais la meilleure réponse, je pense que c'est Batman. Parce que c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est vraiment un connard de droite hyper violent, quoi, qui, s'il utilisait sa fortune pour réduire les inégalités à Gotham City, se débarrasserait du crime. Mais alors, d'un côté, il procède au dérèglement climatique et à l'accroissement des inégalités par les dividendes, par le capitalisme à cause des Wayne Industries. Et de l'autre côté, la nuit, il fait genre, je vais protéger la meuf qui se fait arracher son sac à main, quoi. Il n'y aurait plus de Batman s'il n'y avait plus de violence à Gotham. Oui. Il s'auto-saborderait. Ouais, t'as raison, il est obligé de continuer, quoi. Tu dessines dans lequel, moi, en musique? Ah non, alors je dessine en musique. Alors si j'ai besoin de chercher une idée, je ne peux pas écouter de blabla, de paroles. Quand c'est parti pour du donjon, j'aime bien écouter des podcasts ou des émissions de radio. J'étais assez longtemps France Inter, mais c'est vrai que ça me fait moins rêver qu'avant. Et puis dans le podcast, il y a quand même beaucoup de choix, comme tu le sais, Mathieu. Et non, moi j'écoute la musique et j'ai des playlists d'ancrage d'auto-hypnose. C'est-à-dire, tu te fais une playlist avec laquelle tu fais que de travailler. Et en fait, il y a un truc qui se joue. Quand tu mets la playlist, tu es dans un mode travail. Tu vois? Efficace. Couleur ou noir et blanc? Ouais, je suis nul en couleur. J'ai une couleur qui est fonctionnelle comme le dessin, quoi. Donc tant qu'il y a du pot de peinture, ça va. J'aime bien barbouiller l'aquarelle, mais c'est pas lisible. Pour moi, c'est noir et blanc. Après, à lire, si les gens font des trucs jolis, je suis ok pour n'importe quoi. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Ah, j'ai pas révisé ça. Il y a plein de gens super là, comme Tiens BD qui font les vacances de Kokomo la plage. Ouais. Coco n'aime pas le capitalisme, c'est ça. Et le 2, c'est Coco n'aime pas le capitalisme à la plage. Et ça c'est super. Et sinon, qui est passé un peu en dessous des radars, enfin j'en sais rien, je suis pas du monde de la BD. On m'a conseillé et mis dans les mains Dragon, les aventures de Dragon. C'est un truc belge, checké, c'est abusé, c'est trop drôle, c'est trop bien.
Eh ben merci Thibaut Soulcier d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup Mathieu. Et donc on lit tous ces BD dont on a parlé, on lit aussi évidemment Dans la tête d'un dessinateur de presse pour se rendre compte que c'est vraiment pas un métier enviable. Et puis on va voir ta planche hommage à Claire Bretéché dans l'exposition consacrée à cette grande dessinatrice et caricaturiste à Angoulême. Superbe expo. Et abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et mettez-moi des cœurs, ça me fait plaisir. Des commentaires positifs. Merci Thibaut. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.